14 juin dernier, le grand chancelier de l'Université catholique d'Afrique centrale adresse un courrier au révérend père Martin Birba, doyen de la faculté des sciences sociales et de gestion. Dans son courrier, Monseigneur Victor Tonyeba-Code s'interroge sur la forte présence des ressortissants de l'Ouest Cameroun dans l'effectif estudiantin et enseignant de l'Université catholique. Il n'en fallait pas plus pour susciter une levée générale de boucliers. Les ressortissants de l'Ouest Cameroun, auxquels se sont joints d'autres communautés, criant au tribalisme à ciel ouvert. Nous nous sommes donc souvenus qu'en 1989, le professeur Mokoko Prison avait commis un livre sur la question intitulé « Tribalisme et problème national en Afrique noire, le cas du Cameroun ». Il a accepté d'être l'invité de cette nouvelle édition de Recto Verso sur Vox Africa. Et nous tenterons avec lui d'examiner la question du tribalisme dans sa profondeur et surtout dans son double aspect d'hydre et de calamité nationale. Il sera, comme tous les dimanches, confronté dans une vingtaine de minutes à deux contradicteurs sur le second plateau qui apporteront eux aussi leur contribution au débat de ce soir. Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. Merci d'avoir choisi Vox Africa. Bienvenue à cette nouvelle édition de Recto Verso. Professeur Mokoko Prison, bonsoir. Bonsoir. Je le disais en introduisant l'émission, votre livre qui porte sur le tribalisme en Afrique noire, cas spécifique du Cameroun, a été publié en 1989. Ça commence à remonter. Un peu plus de 20 ans. Qu'est-ce qui, à cette époque déjà, vous avait semblé motivateur pour commettre un tel ouvrage? Oui, alors vers 84, 85 et 86, il y a eu une espèce d'éruption. Beaucoup de choses ont été écrites, mais surtout, nous avons eu le sentiment, à l'époque nous étions clandestins, l'UPC, et nous avons eu le sentiment qu'il y avait quelque chose de pas bien qui se passait. D'abord, il y a un auteur qui a publié un livre de l'UPC à l'UC, où il disait que bon, seule sa tribu, son ethnie s'était battue, les autres regardaient, bon, et que l'indépendance était sa chose. Après, il y a eu l'épisode de la nomination de deux évêques à Douala, aux côtés de Monseigneur Togné, je crois, qui était archevêque. Archevêque, effectivement. Et parmi les deux évêques nommés, il y avait un qui était de l'Ouest et un qui était de la Sanaga maritime. Alors là-dessus, il y a eu une levée de bouclier, comme vous disiez. Les prêtres de l'archidiocèse de Douala ont écrit au Vatican pour s'élever contre la nomination de Simon, je crois qu'il s'appelait Monseigneur Simon, et que ceci faisait partie d'un plan de bamilékisation de la hiérarchie de l'Église catholique au Cameroun. Bon. Donc déjà à cette époque, les prêtres de l'Église catholique s'insurgeaient. Absolument. Voilà. Et que ce plan de bamilékisation, en fait, avait pour objectif de préparer la prise du pouvoir. Voilà. Parce que ces gens-là, ayant déjà le pouvoir économique, s'ils ont le pouvoir religieux, il ne restera qu'à accueillir le fruit. Précisons pour nos téléspectateurs qui nous regardent hors des frontières du Cameroun que les Bamilékés, c'est le peuple qui se trouve dans la partie ouest du Cameroun. Oui, les hauts plateaux de l'ouest, voilà. En gros. Mais ils sont partout dans le pays, comme tout Camerounais. Comme tout Camerounais, effectivement. Bon. Donc tout le monde est partout. Tous ces éléments-là ont contribué à... Oui, alors après, il y a eu un enseignant d'université, que je ne nommerai pas, peut-être qu'il viendra tout à l'heure, je ne sais pas, qui a écrit un livre intitulé « L'idée sociale chez Paul Biya ». Mais avant ça, il a tenu une conférence à l'université de Yaoundé où il disait clairement que les Bamilékés ont un plan de faisceau, n'est-ce pas, pour s'emparer du pouvoir dans le pays. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites. Mais vous n'étant pas Bamiléké, pourquoi ça vous a touché? Je ne sais pas si je ne suis pas Bamiléké. Bon, maintenant, parce que peut-être qu'en remontant à 10 générations, on peut retrouver des traces, j'en sais rien. Ça m'a choqué parce qu'à l'époque, nous étions l'UPC clandestine, la seule qui existait d'ailleurs. Et nous avons considéré que laisser le tribalisme se développer, ce n'était pas conforme à ce que Oumyobé nous avait enseigné. En préface à ce livre, ou en introduction, j'ai d'ailleurs rappelé un texte de Oumyobé dans une lettre écrite à André Marimbida. Il lui disait que le tribalisme, ça n'a pas de valeur en politique. Alors, aujourd'hui... Donc nous pensions que nous devions intervenir. 20 ans plus tard, un peu plus de 20 ans d'ailleurs, est-ce que vous avez l'impression que la donne a changé? Est-ce que vous avez l'impression que le climat est moins délétère que ça l'était en 89? Franchement, non. Mon sentiment est d'ailleurs, je disais ça à quelqu'un il y a peut-être une semaine, que les gens ont l'impression que le pouvoir est pour apprendre bientôt. Et donc, chacun essaye de positionner ses forces, qu'elles soient
ethnique, qu'elle soit, etc., etc. C'est le sentiment que j'ai. Bon, naturellement, je peux me tromper, comme tout le monde, mais il y a quelque chose qui tourne par rond. Comment vous percevez le tribalisme aujourd'hui? C'est-à-dire qu'en 2012, dans un pays comme le Cameroun, comment vous le ressentez? Comment vous le percevez? Oh, à plusieurs niveaux. Bon, d'abord, je dois dire que moi, quand je parle de tribalisme, j'entends chauvinisme ethnique. Voilà. C'est le chauvinisme. Ce n'est pas le fait de parler sa langue qui est du tribalisme, n'est-ce pas, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on range dans le vocable tribaliste et que moi, je n'y range pas. Mais quand ça atteint le stade du chauvinisme, c'est-à-dire que ma tribu est la meilleure, elle est la plus forte, elle est celle qui fait tout, les autres, c'est des paresseux, etc., etc. Là, ça prend une allure qui ne marche plus. Dans le système scolaire, tout le monde le sait, mais personne ne le dit, parce qu'on a peut-être peur de se faire trouer la peau. Moi, je n'en ai rien à faire. Il y a des notes, comme on dit, tribalement attribuées. Ça existe. C'est-à-dire, expliquez-nous ça. Non, mais je considère, déjà en 89, quand ce livre a été écrit, le sentiment existait, plus que le sentiment, qu'à l'université, il y a une bataille rangée, n'est-ce pas, ou des batailles rangées pour le contrôle de la formation des cadres. Oui. Oui. Et les clans bourgeois ethniques, chaque clan faisait ce qu'il pouvait quand il pouvait quelque chose pour que les gens de son ethnie soient ceux qui passent. Parce que plus tard, on se dit, de toute façon, pour le pouvoir, nous serons bien placés. Donc ça existe, ce n'est pas né d'aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je m'étonne en partie, que ça semble poser un problème. Sauf si on envisage l'hypothèse que le pouvoir est bientôt à prendre, et donc maintenant les choses s'exacerbent, et tout le monde dit, attention, il ne faut pas faire ça. Hein, il ne faut pas qu'on perde le pouvoir, il ne faut pas cesser cela. Il y a des écoles où on s'arrange pour que le tiers supérieur qui passera en second cycle soit ethnique. Tout le monde le sait, ça. En tout cas, les gens qui sont... Moi, je ne le savais pas, je l'apprends Oui, avec vous ce soir. oui. Il y a des écoles de formation, de cadres, où on dit, tout le monde fait les 3 premières années, bon, et après, les gens peuvent sortir, sauf le tiers supérieur. Et le tiers supérieur, n'y entre pas qui veut. Voilà. Il y en a quelques-unes dans le pays, ça se sait, ça. Essayons d'élargir un peu. Votre livre parlait du tribalisme en Afrique noire. Il est vrai que vous êtes appesanti sur le cas spécifique du Cameroun, mais est-ce que dans d'autres pays, notamment, prenons simplement le cas de la sous-région Afrique centrale, par exemple, je parle de la grande Afrique centrale avec la région des Grands Lacs comprise, est-ce que vous avez l'impression que là-bas aussi, il y a des relents de tribalisme, il y a des relents de chauvinisme ethnique, comme vous l'avez appelé? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais, écoutez, bon, c'est vieux, mais c'est quand même encore actuel. L'assassinat de Patrice Lumumba, etc., il y avait déjà des gens d'autres tribus qui disaient... Cet assassinat avait été attribué aux colons à l'époque. Oui, mais non, mais je veux dire, il y a eu des divisions et des mouvements plus ou moins ethniques. Je me souviens de Joseph Mbouyi, qui a été tué au Kasaï par les partisans de Kalonji, parce que ce n'était pas quelqu'un de la région comme il fallait. Bon, donc dans la plupart des pays africains, vous vous souvenez du Rwanda quand même, oui, bien sûr. Du Burundi aussi. Et précisément en 88, quand j'écrivais le livre, j'avais dit actuellement, c'est écrit là-dedans, actuellement il y a un calme trompeur au Burundi et au Rwanda, mais il ne faut pas s'y fier. Ça risque de redémarrer à tout moment. Et ça c'est écrit en 88. La suite des événements nous a donné raison. Bon, j'aurais préféré avoir tort, mais... Aujourd'hui, quand on est dans un système politique dit démocratique, où on parle de consensus social, quel peut être l'impact du tribalisme ou du chauvinisme ethnique, je l'appelle selon votre propre terminologie, quel peut être aussi l'impact de ce chauvinisme ethnique sur la vie politique et la vie sociale du pays? Je pense, moi, que le chauvinisme ethnique ne peut pas conduire à une société de consensus. En réalité, ce qui se passe, je crois, c'est que la situation néocoloniale là, de nos pays, parce que de temps en temps, il faut dire les mots, utiliser les mots qu'il faut. Cette situation néocoloniale fait que nos classes dominantes, la bourgeoisie néocoloniale, elle fonctionne par clan. Elle fonctionne par clan ethnique. C'est-à-dire qu'il y a le clan Béti de la bourgeoisie, il y a le clan Sawa de la bourgeoisie, il y a le clan Bamileke, etc. Il y a des clans partout. Alors, ces clans-là, leur mode de fonctionnement, le mode opératoire, c'est le clientélisme. Parce qu'ils n'ont pas la capacité toujours, n'est-ce pas, de s'entendre, de faire en sorte que le choix des dirigeants et tout se fasse de manière démocratique. Alors, chacun utilise sa clientèle ethnique pour négocier des places, chacun de ses clans. Et du coup, on assiste à ceci que il est impossible qu'il y ait un consensus parce que moi, pour que mon ethnie
se rangent derrière moi, je suis amené à lui dire, c'est les autres qui ne nous aiment pas. Le président nous aime beaucoup, mais c'est les autres là qui ne nous aiment pas. Donc nécessairement, j'introduis quelque chose qui ne peut pas conduire à un consensus. Oui, c'est ce qui se passe là, on voit très bien. Je me souviens à l'époque, à l'université de Yaoundé, quand les étudiants décidaient de faire une grève, la grève commence demain, il y avait toujours des réunions dans la nuit qui suivait où les gens de chaque clan ethnique bourgeois appelaient les ressortissants et disaient « Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Vous faites quoi? Hein? Vous ne voyez pas que ces gens-là vous trompent? Ils vont faire une réunion la nuit contre votre mouvement, là, vous allez voir. » Donc, le lendemain matin, il n'y avait plus personne pour faire la grève des étudiants, pour le restaurant universitaire, pour les bourses, pour ceci et cela. On divisait comme ça la masse des étudiants. Alors, au Cameroun, c'est une question qui blesse, c'est une question qui fâche même. Mais moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Vous parliez déjà des relents contre les Bamileke en 1904, dans les années 80. On a tout récemment, avec les révélations de Wikileaks, appris qu'un certain membre du gouvernement avait déclaré à l'ex-ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Janet Garvey, que les gens des ressortissants de l'Ouest, des Bamileke notamment, ne prendront jamais le pouvoir au Cameroun. Et là, on a l'intervention de Monseigneur Bakode. Est-ce que vous pensez qu'au Cameroun, il y a un problème Bamileke? Le troisième chapitre de mon livre, c'est le problème Bamileke. Oui. Y en a-t-il un? À propos du problème Bamileke, dans ce livre-là, il y a, je ne sais pas, 50 pages là-dessus, où j'essaye de procéder à une analyse qui ne se veut pas subjective. Par exemple, on dit les Bamileke se vont partout pour envahir le pays. Bon, moi, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce que les gens du Honkam, du Ndé, etc., ont commencé à immigrer vers le Mungo? La société Bamileke est construite d'une certaine façon, du moins à cette époque. Je ne sais pas comment elle est aujourd'hui, mais à cette époque, le chef dispose de la terre. Ensuite, quand le papa il meurt, l'héritier, le successeur hérite de tout. C'était comme ça. Les autres ont quoi? Les autres n'ont pas de solution que de s'en aller et d'aller se débrouiller. Donc il y a une cause objective en quelque sorte. À l'expansion Bamileke. Oui, il y a une cause objective. Inversement, alors il y a des auteurs Bamileke qui disent non, nous on émigre parce qu'on est dynamique, notre tribu est la plus dynamique du pays et les gens qui sont intelligents devraient accepter le dynamisme. Mais vous allez à Manfé, vous voyez les Banyangui en proportion, ils émigrent plus que les Bamileke. En proportion. Alors, mais comme ils sont moins nombreux. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question, professeur. Est-ce qu'aujourd'hui, au Cameroun, de votre point de vue, il y a un problème Bamileke? Je ne sais pas ce qu'on appelle problème Bamileke. Bon, je pose la question de façon triviale. Est-ce que les Bamileke dérangent au Cameroun aujourd'hui, comme on dit? C'est possible qu'il y ait un sentiment diffus dans la population. Oui, effectivement. Parce que de toute façon, partout où vous vous singularisez, vous dérangez quelque peu. C'est possible qu'il y ait ça. Mais les gens ont l'impression qu'ils sont partout. Mais moi, je dis que c'est une impression. Quand on doit procéder à une analyse un peu objective, scientifique, pour moi, ça n'a aucun sens. Alors, mais est-ce que vous pensez également, parce que dans l'architecture, dans l'imagerie populaire au Cameroun, on pense qu'il y a des choses qui sont dévolues à certaines ethnies, les Bata ont leurs caractéristiques précises, les Douala ont les leurs, les Bamileke, les Beti. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de stigmatiser les gens en fonction de leur région d'origine peut contribuer justement à l'exacerbation de cette... Oui, mais il y a des concours officiels où on demande qu'on marque la région d'origine. C'est officiel. Oui. Bon, mais je vais vous raconter une brève anecdote. J'étais encore en France, j'étais dans un club avec des copains, on faisait du footing tous les dimanches. Et un dimanche, j'arrive au parc où on courait, et un de mes copains arrive, il dit « Moukoko, je vais te poser une question. » Il me dit « Tu es Bamileke ?» Bon, je ne sais pas, instinctivement, j'ai compris très bien où il voulait en venir rapidement. Et je lui ai dit « Oui ». Et il a dit « Ça marche ». Et puis j'ai éclaté de rire. Et qu'est-ce qui marchait? Alors justement, je lui demande « Qu'est-ce qui marche ?» Il dit « Hier soir, nous étions invités chez des amis qui rentrent du Cameroun. » Dans l'enseignement, qui enseignait. Et ils ont dit, si tu vois un Camerounais qui pige quelque chose, ne te pose pas de questions. C'est un Bamileke. Absolument. Bon. Après, je suis revenu ici, et j'ai entendu dire que les mathématiques, c'est pour les Bamileke. Alors, j'ai dit un jour à un de mes amis, un copain avec qui on a entré en 6e ensemble, jusqu'au baccalauréat, je lui ai dit, mais écoute, il semble que les mathématiques, c'est pour les Bamileke. Et il a eu un haut record, il a dit, mais quand nous étions au collège, l'Enguéa, Lotin, toi et d'autres, est-ce que vous étiez des Bamileke? J'ai dit, non, c'est ce que j'entends dire. J'entends dire. Bon, les gens disent beaucoup de choses. Donc, quand on dit telle tribu est faite pour ça, telle tribu est faite pour ça, il y a une part d'ignorance, il faut dire les choses comme elles sont. Parce que si on avait une expérience assez large, on saurait que les gens qui sont, je ne sais pas comment dire, doués, travailleurs et tout, vous en trouvez dans toutes les ethnies. Comme vous trouvez les paresseux dans toutes les ethnies.
manifestement. Alors, comment se fait-il qu'on finisse par pointer du doigt que c'est ceux qui travaillent, les autres ne travaillent pas? Je suis souvent dans les bus de Bafoussam à Douala quand je dois venir là. Mais même les jeunes, quand ils discutent entre eux, pour eux, les Sawa, c'est des feignants. C'est des feignants. Les gens le disent clairement. Voilà. C'est une culture qui a été répandue, n'est-ce pas, par des gens qui ont intérêt à ce que ça se passe, parce que, de cette manière-là, on dresse le paysan de Batié et celui de Souza. Qu'est-ce qu'ils ont l'un contre l'autre? Est-ce qu'ils se disputent quelque chose? Non. Mais on fait croire qu'ils sont opposés, il y a des problèmes, etc., etc. Alors, qui a intérêt à faire croire ce genre de choses? Aujourd'hui, par exemple, le pays, le Cameroun, comme plusieurs pays en Afrique, pratique allègrement au vu et au su de tout le monde la politique de l'équilibre régional, où on pense que où on présente l'État comme étant un gâteau où chaque région, chaque localité devrait avoir sa petite part à travers un représentant qui serait dans la mangeoire. Justement, est-ce que c'est un représentant? Quand ils mangent, est-ce qu'ils donnent leur part aux paysans? Puisqu'on se rend compte que généralement dans les périodes électorales, les campagnes électorales, c'est les originaires de ces régions qui sont envoyés vers les leurs pour battre campagne. Mais oui, parce qu'on joue sur le fait que cet originaire va venir parler dans la langue du pays que tout le monde appelle patois, je ne sais pas pourquoi. Mais on joue là-dessus et par conséquent, c'est ce que j'appelais au départ le clientélisme. Mais dans une telle structuration, professeur Moukoko, oui, est-ce que finalement on n'adoube pas le tribalisme? Est-ce que finalement on le valide pas? Si, il est évident que le système actuel valide le tribalisme. Pour moi, c'est clair. Oui. Le système actuel valide le tribalisme. Et vous demandez qui a intérêt. Les gens qui ont intérêt, c'est les divers clans bourgeois. Oui. Parce qu'ils montent les masses populaires de la tribu ou de l'ethnie contre les masses populaires des autres qu'ils n'ont jamais rencontrées, que ces gens n'ont jamais rencontrées. Une fois qu'ils sont montés, les gens s'opposent, et ça reste comme ça, et ça leur sert. Je vous ai donné l'exemple des étudiants. Oui. Les étudiants ne pouvaient pas mener un mouvement sans que la nuit, il y ait des réunions avant pour dire est-ce que toi tu peux faire confiance à un Bassa? Les Bassa, c'est toujours la machette. Est-ce que tu peux faire confiance à un Bamileke? Les Bamileke, ils font des réunions doubles. Est-ce que les Sawa, c'est des feignants? Ils dansent, ils chantent, ils disent Ayombande. Voilà ce qu'on fait croire aux gens. Et moi, ce qui m'ennuie le plus, c'est que la jeunesse, plus ou moins, joue un peu ce jeu. Parce que la pression idéologique est très forte. Les gens ne se rendent pas compte que, en réalité, ce n'est pas eux qui sont gagnants dans cette histoire-là. Alors, on est parti. Mais le système est gagnant. On est parti pour une société où ce n'est pas demain qu'on va arrêter le principe d'équilibre régional. Ce n'est pas demain que dans les fiches de concours, on ne demandera pas aux gens de quelle région d'origine ils sont. Qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui? Alors, vers quoi on est en train d'aller? Moi, je pense qu'on peut mettre fin à ce système. Comment? D'abord, il faut tenir compte d'un fait. La représentation dite régionale, en réalité, elle n'est pas régionale. Elle n'est pas régionale, parce que ce n'est pas la région qui envoie son fils. C'est le système qui choisit quelqu'un dans la région pour ses propres objectifs. Bon, donc il n'y a pas, moi je ne considère pas qu'il y ait une répartition. Quand on nomme un Bamileke ministre, quelqu'un qui a un nom à consonance Bamileke ou qui l'est réellement, ce n'est pas les Bamileke qui se sont réunis pour dire prenez celui-là. Même quand je pousse... Ce serait ça l'idéal pour vous, que les Bamileke se réunissent et désignent l'un des leurs pour les représenter? Non, ce ne serait pas l'idéal. Mais ce serait différent du système actuel. L'idéal serait quoi? L'idéal serait qu'il y ait un système démocratique, oui, où les gens se regroupent autrement que par les tribus, n'est-ce pas? Autrement, mais sur la base des idées, et que ces idées fortes, n'est-ce pas, qui nécessairement seront des idées anti-tribalistes, nécessairement, et ces idées-là dominent. Quand elles dominent, à ce moment-là, on peut nommer les gens relativement sans tenir compte de leur origine. Par contre, je dis aussi dans le livre qu'il ne faut pas non plus vouloir aller trop vite par rapport à la conscience réelle de la société. C'est-à-dire, il y a des gens qui jouent au malin et qui disent, même si tous les ministres sont de la même région, on s'en fout. Ce n'est pas vrai. Ils racontent ça. D'accord. Oui. Par contre, on préférerait que les 11 lions indomptables soient Bassa, Bamileke ou n'importe quoi, ou Fulfulde. Ça, oui. Parce que ça fait juste rêver. Ce n'est pas le pouvoir qui est en jeu. Mais quand le pouvoir est en jeu, les gens ne sont pas mûrs actuellement. Je dis que le Cameroun n'est pas mûr pour que tous les ministres soient de la même région. Merci, professeur Moukoko. On va retrouver dans quelques minutes vos deux contradicteurs sur le second plateau et également ont suivi cette première partie d'échange avec vous et apporteront leur contribution à notre débat. Madame, monsieur, on se retrouve dans la partie verso de l'émission. C'est juste après la petite pause. À tout de suite.